qui avait trop de live en même temps, donc du coup, qui ne pouvait plus accepter les diffusions. Donc nous revoilà en mode apéro-conférence. Donc santé à vous et c'est parti. Donc vu que maintenant on le sait que le confinement va durer encore 15 jours de plus, on va encore vous embêter encore pendant 15 jours, désolé. Steph, tu reprends où t'étais non, tu reprends au départ. Je reprends au départ ou je reprends? Non, tu reprends au départ. Vous me dites quand c'est parti. C'est bon pour moi. Ouais, donc juste peut-être pour ceux qui avaient raté le début, c'est Dr Stéphane Vermand, donc podologue et docteur en STAPS avec donc la thèse maintenant soutenue qui va présenter le résumé de ses travaux pendant cette période. Allez, on te laisse bosser. Tac. Donc l'idée de cette thèse, elle est partie au départ parce qu'elle s'est faite suite à un master qui avait été réalisé sur Reims. C'est une proposition du coup de faire une thèse et de partir sur une idée d'un travail axé autour de la course à pied, suite à des études qui avaient déjà été réalisées notamment par Olivier et Alexandre au sein de Pod Oxygène, qui avaient pu faire une étude déjà sur l'UTMB et avoir des résultats préliminaires qui du coup nous ont interrogés. Justement, en fait, ils avaient pu retrouver qu'on avait des augmentations de pression plantaire sous les avant-pieds dès qu'on faisait une course, notamment cette ultra, et qu'on avait des modifications de gestion au niveau du centre de pression. Donc, du coup, en s'intéressant de plus près à la littérature scientifique, ben, j'avais pu retrouver que justement, c'était assez fréquent de retrouver ces altérations de posturales qui avaient été retrouvées dans pas mal d'études de course à pied, notamment dans des ultras qui étaient plutôt longs, sur des tordés géants de 330 km. Mais surtout, ce qui était aussi intéressant, c'est de voir qu'en fait, on avait des augmentations des pressions plantaires sous les avant-pieds qui étaient assez visibles, mais très rapidement, dès qu'on pouvait courir, ne serait-ce que 5 km, le corps avait tendance à placer et à augmenter les pressions plantaires dans cette zone-là. Du coup, je me suis intéressé de plus près aux blessures en course à pied. Est-ce que tout ça pouvait avoir un lien aussi, vu qu'on est podologue, autant s'intéresser directement à la base du traitement qui est le pied. Et justement, j'ai pu remarquer que le pied était en fait la troisième zone de douleur et de blessure chez le coureur à pied. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que dans les études, en fait, on place toujours le pied comme un ensemble et jamais en partie ou en division. Il n'y a qu'une étude qui nous montre justement que le pied subit, là où il subit le plus de problèmes, c'est justement au niveau des métatarses et notamment avec des risques importants de fractures de fatigue. Donc c'est quelque chose que notamment 13% des coureurs connaîtront au moins un jour avoir une douleur dans cette zone-là. Donc c'est quelque chose qui m'a paru assez important et je me suis dit qu'il fallait qu'on essaye de travailler autour de ce thème-là, notamment pour nous, les podologues. Donc en fait, pour faire une synthèse un peu de tout ce qui se passe lors d'un ultra, on remarque qu'il y a des modifications assez importantes, qu'elles soient neuromusculaires, biomécaniques, même au niveau du contrôle postural, et que du coup, il y a un risque assez important d'avoir des blessures, surtout dans des zones assez importantes comme le pied. Et justement, je me suis dit que grâce à l'expérience qu'on pouvait à peu près tout savoir et tout, on pouvait avoir la podologie pourrait peut-être apporter des réponses à tout ça, mais que malheureusement, il y avait assez peu d'études qui mettaient en rapport justement la course à pied, la podologie et la fatigue et l'ultra-trail. Donc, je me suis posé, du coup, par rapport à ça, deux questions. La première, quelles étaient vraiment les modifications que pouvait avoir un ultra-trail au niveau du pied et au niveau des pressions plantaires? Et la deuxièmement, en fonction des résultats que j'allais pouvoir trouver, quelle réponse on pouvait apporter grâce à l'aspect podo. Donc, la première étude, elle s'est déroulée grâce à l'équipe Pod Oxygène. On était un certain nombre à analyser lors de l'UTMB en 2016. On a pu suivre une dizaine de coureurs sur toute la course, qu'on a analysé de façon assez simple à différents checkpoints pour mesurer la longueur et la largeur du pied, mais aussi mesurer les pressions plantaires sous les avant-pieds et puis la variation au niveau du centre de pression. Parce que les résultats principaux qui sont ressortis de cette étude ont été que justement la largeur du pied s'augmentait à partir de la moitié de la course au niveau de Courmayeur et on avait une augmentation de largeur d'environ 3 mm, 3 à 4 mm même pour certains, ce qui correspond déjà à une demi-pointure à une pointure en largeur en plus. Donc c'est quand même une variation qui est assez importante. Et puis, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'on a vérifié ce qu'on avait déjà retrouvé dans la littérature et ce qui avait déjà été montré sur le pré-test, c'est-à-dire qu'on avait une augmentation des pressions plantaires dès le kilomètre 50, avec une avancée du centre de pression,
Et puis surtout, cette avancée, elle continuait à être de plus en plus importante jusqu'au kilomètre 80 où elle atteignait en fait son maximum, puis restait assez similaire jusqu'au bout de la course. Donc à partir de là, on a assez ciblé, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des risques de blessure encore une fois dans cette zone, qui étaient peut-être liés aussi à cette pression plantaire qui augmentait. Donc on s'était dit, tiens, en tant que podologue, quelle solution on pouvait apporter. C'est là qu'intervient la deuxième étude où justement, c'était une étude qui était assez clinique et assez pratique par rapport à notre activité de tous les jours. On a voulu faire quelque chose qui se rapprochait vraiment de notre examen clinique qu'on peut faire sur nos patients. Donc on a pris 48 coureurs qu'on a divisé, qu'on a pris selon deux conditions. Ils ont maintenu en fait une posture debout pendant les 51 secondes pieds nus et pieds nus avec une BRC. Et pour les mesures, on a pris les mêmes mesures qu'on avait fait sur l'UTMB avec la mesure des pressions plantaires sous les avant-pieds, le mouvement du centre de pression. Et enfin, on a ajouté à ça le positionnement articulaire du genou, de la hanche, des épaules et de la tête. Les résultats qu'on a pu retrouver, c'est que déjà, on avait une diminution instantanée des pressions plantaires sous les avant-pieds qui était aussi corrélée avec une recul assez importante du centre de pression, ce qui nous a paru quand même assez logique, mais qui montrait déjà qu'on pouvait avoir des petites efficacités, ne serait-ce qu'en statique au cabinet. Mais surtout, ce qui a été intéressant aussi à voir, c'est qu'on a pu remarquer un recul en fait au niveau de la hanche, des épaules et de la tête, sans pour autant avoir de mouvement au niveau du genou, ce qui montre bien aussi qu'on a là une adaptation au niveau du genou, notamment avec un petit flexion, avec un corps qui vient plutôt se reculer vers l'arrière et qui modifie un peu sa posture. Cette étude, elle est intéressante d'un point de vue podologique puisque elle permet de tester et de montrer en fait ce que l'on fait tous les jours et puis de quantifier justement des tests qu'on peut faire tous les jours. Cependant, elle n'a pas encore la vocation à montrer que les semelles puissent être efficaces chez des coureurs. Et là, il y avait intérêt plutôt à aller chercher un peu plus loin avec un port de semelles régulier. Et justement, c'est là qu'est intervenue cette troisième étude de thèse sur laquelle on a pris 20 coureurs qu'on a divisés en deux groupes. Un premier groupe qui a porté des semelles moulées mais sans maintien avec une barre rétrocapitale identique au test précédent. Et enfin, un groupe contrôle qui portait les mêmes types de semelles moulées mais sans correction. Les coureurs ont été testés donc le jour de la remise de la semelle, après 4 semaines et après 12 semaines de port des semelles uniquement à la course pendant leurs entraînements et leurs sorties. Les mesures qu'on a effectuées, on a réeffectué exactement les mêmes mesures que précédemment, avec une analyse stabilométrique des pressions plantaires au niveau de la plateforme, et puis les positionnements articulaires des mêmes articulations au niveau d'une analyse sur caméra. Et enfin, on a fait une analyse dynamique sur un tapis de course pendant 6 minutes à 11 km/h, pendant lesquelles on a pu déterminer donc la cinématique articulaire au niveau des chevilles, des genoux et de la hanche, les pressions plantaires directement à l'intérieur de la chaussure avec des semelles embarquées, la raideur des jambes. On a fait une analyse électromyographique au niveau de 7-8 muscles au niveau des deux jambes. Et enfin, on a testé les pressions plantaires directement sous la chaussure au contact avec le sol. Et ça, à chaque fois, ça a été fait dans deux conditions. Pour le groupe BRC, des semelles plates et les semelles qu'ils portaient ou qu'ils allaient porter. Et pour le groupe contrôle, des semelles plates et les semelles sans correction qu'ils portaient ou qu'ils allaient porter. Ce qui a été intéressant pour nous de remarquer, en fait, c'est qu'au bout d'un mois et au bout de 3 mois, on avait une diminution des pressions plantaires, on avait un recul du centre de pression qui était là même quand le patient était pieds nus sur la plateforme et qu'il ne portait pas les BRC. Et en plus, on avait pu remarquer qu'on avait une augmentation de la longueur du déplacement du centre de pression sur Y notamment au bout d'un mois, qui diminuait après progressivement vers 12 mois pour retourner potentiellement vers une valeur de base. Ce qui nous montre en fait que les semelles ont pu créer au départ un certain déséquilibre le premier mois, puis progressivement retourner vers des valeurs d'origine, tout en gardant les modifications qu'on avait voulu lui donner. Quand on a fait le test en dynamique sur le tapis de course, on a pu remarquer en fait qu'on avait une diminution instantanée dès que les semelles étaient portées sous les têtes métatarsiennes moyennes, c'est-à-dire 2, 3 et 4. Mais qu'au bout de 1 mois et 2 mois, on avait cette même diminution à laquelle on pouvait ajouter aussi une diminution des pressions plantaires sous la première tête métatarsienne. Au bout d'un mois, on avait une augmentation de l'augmentation de la cheville. Et au bout de 3 mois, on pouvait voir que les modalités continuaient d'évoluer vers le haut du corps avec toujours cette même extension au niveau de la cheville et surtout une nouvelle augmentation de l'extension au niveau du genou. Surtout, ce qui a été intéressant à montrer ici, c'est qu'on avait pu voir qu'en fait, ces phénomènes-là se produisaient que la semelle soit portée ou non. C'est-à-dire que même au bout de 1 mois et 3 mois, quand le coureur portait des semelles plates, malgré tout, il gardait ces mêmes solutions. Ce qui peut déjà nous apporter et nous montrer que les semelles sont peut-être quelque chose de ponctuel et qu'assez rapidement, finalement, on pourrait peut-être pouvoir s'en séparer pour nos patients.
Donc, si on refait le point d'un point de vue général autour de toutes ces études, on peut voir que par rapport à l'étude 1, on a vu qu'il y avait une modification de la largeur de pied, notamment au milieu d'un ultra-trail de 171 km, qui pose la question justement du changement pour des chaussures un peu plus larges, un peu plus confort, ce que font déjà beaucoup de coureurs, mais là, pour le coup, ça pose un peu les bases du pourquoi le faire et quel peut être l'apport pour éviter justement tous les problèmes cutanés et pour éviter tous les problèmes que ça peut créer dans cette chaussure. Et puis l'augmentation de la pression plantaire qu'on a pu retrouver, bah là, il a fallu essayer pour nous trouver une solution parce que ça pouvait augmenter forcément les risques de blessures, voire même pendant la course de créer des soucis et des difficultés pour finir. Donc dans la deuxième partie, on a fait quelque chose qui était assez clinique, qui se rapprochait très fortement de ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et qui nous a donné les résultats de la diminution de la pression plantaire et une modification de la posture, qui est une réponse clinique très intéressante pour le podologue et qui permet de mettre en place justement un prémisse de traitement comme on a un peu l'habitude de le faire. La partie la plus importante, bien sûr, ça a été l'effet à long terme. Alors, on peut voir que les semelles orthopédiques ont des effets à court terme qui sont assez intéressants, mais surtout, ce qui peut être intéressant à voir aussi ici à travers toutes ces études-là, c'est justement que avec le temps, en fait, les effets perdurent et on a des modifications qui peuvent remonter, en l'occurrence là, sur 3 mois, par exemple, jusqu'au genou. Et qu'on peut voir qu'on peut avoir des modifications statiques qui sont assez importantes avec pour le coup une finalité à dire que il peut être intéressant de retirer les semelles au bout d'un certain temps et qu'on est sur un traitement beaucoup plus ponctuel plutôt véritablement qu'une béquille qui va nous soutenir à vie autour de ces semelles-là. Voilà, c'était à peu près tout pour moi la présentation de cette thèse, un peu rapide, mais ça a permis de mettre en avant toutes les parties essentielles qui avaient été travaillées autour de ça. Merci Stéphane. Merci de nous apporter tout ça. Ce qui est important, c'est de reconnaître quand même que les semelles ont une action dans le temps. Ouais, et d'ailleurs, le plus important, c'était ça. C'est intéressant parce qu'on parlait dans le premier live de renforcement du pied et notamment de l'étude de Jean-Claude Gaillet, que du coup tu connais bien, comme on a fait le master à Reims aussi avec Jean-Claude qui nous avait initié au tout début par le début. Où il avait fait cette étude avec une rémanence de la stimulation, de l'effet de la stimulation dans le temps, et on voit que finalement les semelles peut-être pourraient avoir un effet un peu semblable. Il y aurait sûrement d'autres tests à préciser, à compléter, mais c'est vrai que oui, on voit enfin en tout cas qu'avec les semelles, on a des effets et que de plus en plus par rapport à tout ce qui est demandé notamment par les patients, avec la peur d'être dépendant de ça, en fait, on se rend compte que, mais un peu comme on le retrouve dans l'expérience, sauf que là, c'est quantifié et que ça permet de dire voilà, il y a des effets qu'on peut éventuellement essayer de retirer les semelles et voir les effets que ça a. Ouais. Alors, il y a une question très bien qui pose comme question, est-ce qu'il y a des gens qui ont mal réagi ou mal répondu à la BRC? Alors la BRC, c'est quoi comme élément, Stéphane, pour les kinés qui nous écoutent? C'est un élément qu'on retrouve sous l'avant-pied, qu'on place en fait en arrière des têtes métatarsiennes. Donc là, la mienne, elle faisait 3 mm d'épaisseur. Ce qui, pour les plus puristes, c'est en fait la jonction entre l'aspect neuro et l'aspect mécanique. Alors, on pourra débattre de ça et puis sûrement se faire taper dessus, mais dans l'idée, c'était un peu ça, c'était vraiment de taper un peu entre les deux. Et donc, est-ce qu'on a eu des réponses négatives par rapport à ça? Oui, sur la deuxième étude en statique, sur les 48 coureurs, il y en a 7 qui ont avancé et qui sont venus s'appuyer en fait sur la BRC. C'était de l'instantané, j'avais pas d'explication. Je sais pas pourquoi. Ils avaient pourtant à les regarder et avec la possibilité pour moi en tant que podo j'avais l'indication de pouvoir leur mettre une BRC. Mais effectivement, au test, ils ont surtout avancé. Après, j'ai pas l'explication pourquoi. Est-ce que tu as soulagé des épidémies ou pas? J'ai pas vérifié. Ok. J'ai pas vérifié parce que ça avait déjà été fait, notamment par Marc Janin, par Arnaud Foisy aussi, qui avait travaillé beaucoup sur ça et qui avait montré en fait que quand il y avait des épines irritatives, il était plus intéressant de décharger en arrière des têtes plutôt que de venir recharger avec du mou, par exemple. Donc je me suis dit qu'il était pour moi plus intéressant de travailler directement avec ça et que si j'avais l'épine irritative, de toute façon, elle serait chantée. Ok. Tiens, en question, là, on avait, alors je t'en résume plusieurs, Arthur qui demandait le temps moyen de port des semelles, donc combien de temps de course, et puis une question sur la dureté aussi des éléments. La dureté de l'élément, c'était 70 shorts, ce qui est quand même quelque chose d'assez dur. C'est dans notre catalogue dans notre catalogue, c'est quand même ce qu'il y a presque de plus dur. Ouais, tout à fait. Je recherche en même temps, on peut continuer à parler hein, si vous voulez, mais je recherche la durée parce que je l'ai exactement. De mémoire, c'était 35 heures, je crois, sur les 3 mois. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est dans l'article, bien sûr, mais.
Ok, Je vais vous retrouver ça. Alors, mettre à l'article, comme ça. Ouais, Émeric pose des questions s'ils ont toutes les mêmes chaussures. Moi, je pense pas, non? Non, c'était avec leurs chaussures de base. En fait, j'ai vraiment essayé de me rapprocher de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. De toute façon, il faut bien se dire que pour les chaussures, en recherche, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Parce que soit ils ont tous les mêmes chaussures et on se dit c'est le mieux pour comparer, mais en même temps ils sont pas habitués. Soit on prend les chaussures auxquelles ils sont habitués, mais du coup ça peut effectivement influer. Donc après c'est un choix qu'on est obligé de faire quand on est chercheur. Moi, je me suis porté sur un choix de me dire que quand mon patient il vient, je le remets pas dans une chaussure obligatoire. Et donc du coup, je voulais avoir quelque chose vraiment qui s'approche de la podo. Pour être plus précis dans la recherche, effectivement, j'aurais pu mettre les mêmes types de chaussures, mais je me serais éloigné de la podo. Et moi, je reste podo. Et l'intérêt de la thèse, elle était de faire avancer la podo, pas de faire avancer la recherche sur les semelles. Donc c'était vraiment dans cette optique-là que moi je me suis placé. Pour répondre à la question, du coup, sur les 3 mois, j'avais en moyenne 360 km parcourus et un volume total d'environ 35 heures de port de semelle. Donc ouais, tu les as mis en mode écologique, donc avec leur basket. Il y a 2-3 questions qui reviennent, notamment sur les drops. Est-ce que justement, résultats différents en fonction du drop ou pas? J'ai pas testé, j'avais 2 patients en drop faible, mais je crois que j'en avais un dans chaque groupe. Donc j'ai pas comparé directement, puis c'était trop pour le coup ça rentrait trop dans l'individuel. Donc je vous avoue qu'après c'est un manque de temps et puis c'est un manque ça a assez peu de pertinence pour moi d'un point de vue thèse, hein, pas d'un point de vue podo, mais d'un point de vue thèse. Donc j'avoue qu'après j'ai zappé et puis bah là depuis un an j'ai plus le recul de qui avait quoi comme chaussure, qui avait tout ça, j'ai plus tout ça en tête. Ouais, bah ça, alors pour rappel, le drop, c'est la différence entre l'arrière-pied et l'avant-pied pour ceux qui ne sont pas tout à fait au point à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, donc ça, c'était ce que tu as fait pendant toutes ces années de thèse. Et est-ce que, du coup, derrière, tu arrives encore à continuer à bosser en recherche et tu as des domaines d'intérêt qui sont identiques ou qui ont évolué? Moi j'ai continué à faire déjà j'ai forcément continué avec le labo à Reims de travailler sur cette 3e étude de thèse puisqu'elle est toujours en cours de publication. Après l'année dernière grâce à Podoxygène on a eu l'occasion de pouvoir faire une étude sur un trial encore une fois pendant l'UTMB, donc là j'y ai participé aussi. Et puis maintenant j'axe plus mes recherches sur tout ce qui est j'ai plutôt un domaine où j'ai envie de me lancer qui est la pédiatrie, où je voudrais travailler beaucoup autour des enfants et de l'idée qu'on fait du traitement podo autour des enfants. Donc là, je suis toujours entre la course à pied, ça, et puis quelques projets dans 2-3 sports aussi à droite à gauche, grâce notamment à des adhérents de Podox qui sont toujours intéressés par mettre en place des protocoles. Donc on essaye vraiment de rester dedans, bien sûr. C'est hyper intéressant. Ouais, je pense que là, cette idée de semelles qui ont une visée de rééducation, en plus, ça sera d'autant plus intéressant chez les enfants aussi. Ouais, carrément. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Podox va présenter un live avec Camille Moreau, il me semble, Clément, on est d'accord, sur comment gérer, on va dire, sa vie professionnelle avec la universitaire. Ouais, c'est vrai que ça, du coup, on l'aborde pas trop parce que j'imagine que ça a été beaucoup de boulot et beaucoup de choix et de sacrifices aussi de mener ce travail-là. Et donc, c'est vrai qu'on aura tout un live là-dessus par Podoxygène pour expliquer un peu comment on peut mener ce genre de cursus. Ouais. C'est toujours intéressant. Hein. Après, ils développeront plus parce qu'elles sont encore dedans, notamment. Mais oui, c'est un choix personnel, professionnel, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant et puis qui est intéressant pour la profession, puis pour le monde de la podologie, en fait. Après, bien sûr que c'est perso, mais c'est aussi beaucoup pro parce que finalement, du personnel, on n'en sort pas grand-chose d'un point de vue cabinet. Je veux dire, le cabinet n'a rien changé entre avant la thèse et après la thèse. Mais pour autant, voilà, on essaye de faire avancer les choses doucement et avec des études de qualité et d'essayer de mettre en place un maximum d'études de qualité parce que beaucoup de podos ont énormément d'idées. Et puis voilà, ce qu'il faut juste, c'est qu'on arrive à les aider à mettre en place parce qu'on nous, on sort pas de l'universitaire et que du coup, il faut qu'on aide les aide à travailler autour de tout ça. En tout cas, on a Audrey Vermand qui confirme que c'était du boulot. Je pense que les gens autour de moi le confirmeront plus facilement que moi. Ouais. Il y a une autre question là sur est-ce qu'il y avait des différences sur les trailers avec et sans bâton? Je ne sais pas si c'était évident de recruter suffisamment de monde. Non, mais puis non, et puis d'autant plus que moi c'était des trailers de campagne. Hein. Nous on habite dans le nord, donc les montagnes il n'y en a pas beaucoup. Des trailers qui courent avec des bâtons ici, il y en a quasiment pas.
Après, l'étude s'est faite de novembre à février, janvier-février, je crois. Donc c'est pareil, nous les gens ici couraient plutôt par ici dans la campagne. Donc quoi qu'il arrive, je pense que j'ai pas eu de coureurs qui ont fait pardon des courses de montagne avec des bâtons et tout. Ok. À moins qu'il parlait peut-être sur l'UTMB, mais alors là non, j'ai aucune idée. Je rebondis ce que je suis en train de penser en même temps, mais je pense qu'il parlait peut-être sur l'UTMB. Non, je sais pas. De toute façon, on les voyait arriver. Franchement, on n'avait pas trop de temps. Ça allait vite, donc j'avais pas le temps de tout analyser. Pour ceux qui ont participé à des protocoles de genre sur l'UTMB, enfin, on se rend assez vite compte que c'est des choses qui sont vachement difficiles. En fait, la rigueur scientifique demande beaucoup de choses, mais quand on fait ce genre d'études sur le terrain avec des coureurs qui sont dans leur course, c'est tellement compliqué en fait de leur demander des choses alors qu'eux, ils sont pas là pour ça à la base. Que, bon, des fois, entre ce qu'il faudrait faire en théorie et puis ce qu'on peut faire en pratique, il peut y avoir un gap. Et notamment pour récupérer les coureurs le long du parcours ou à l'arrivée. Ouais. Entre ceux qui disent oui au départ et puis et ce qui va se passer. Pour avoir une ordre d'idée, pour rebondir sur ce que tu dis, sur les 10 coureurs qu'on a suivis tout au long de la course, on en avait 100 au départ. Hein. Ah ouais. Et 100 qui étaient tous d'accord pour dire ouais, pas de problème, on s'arrêtera partout. Ouais. Ouais, carrément. Donc ça fait un drop-out, comme on dit, qui est quand même vachement important. Ah ouais, c'est hyper important. Hyper important. Et en plus, sans compter ceux qui auraient bien voulu continuer, mais qui abandonnent, parce que du coup, c'est des choses qui arrivent. Oui. Là, c'était l'année en plus de la canicule. On avait eu 46% d'abandon, je crois, ou un truc comme ça. Donc, oui. Ouais, dans la fourchette haute, mais ça reste quand même OK, quoi. Alexis Moreau qui pose une question sur la cohorte suffisante pour la rigueur scientifique. Alexis, je peux peut-être répondre à celle-là. Alexis, ça dépend en fait de ce qui est étudié. En principe, ça se calcule à l'avance et puis en fonction du paramètre que tu étudies, tu es en mesure de déterminer combien de fois il faudrait. Et en sachant que quand on fait des études comme celle de Steph, où on sait pertinemment qu'il y a des gens qui vont lâcher en cours de route, il faut qu'on prévoie une marge où on se dit, même avec tant de pourcents d'abandon, on va rester dans le nombre nécessaire. Mais bon, ça reste toujours de la théorie. Mais ça je rebondis sur le phénomène avec une telle cohorte aussi. C'est sur des courses comme ça, l'UTMB, etc. C'est d'une complexité absolue de retrouver des bénévoles, des volontaires pour faire une étude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la course de leur rêve. Et que les mecs, ils ont tout sacrifié pour venir sur le site. Généralement, c'est très compliqué pour avoir un dossard. Et ils n'ont pas envie, clairement, qu'on les emmerde pendant leur course. Donc, du coup, déjà, on peut remercier énormément les personnes qui se portent volontaires pour n'importe quelle étude, que ce soit pour le sommeil, pour les fatigues, pour nous, etc. Nous, ça nous aide beaucoup, mais c'est pour ça qu'on a des cohortes assez faibles. Et après, il y a un autre phénomène, c'est aussi il y a deux autres phénomènes. Il y a la population, c'est-à-dire est-ce que on est assez de podologues pour faire justement les relevés de données sur tout le parcours, parce qu'en fait, il y a plusieurs bases vie. Il y a 3 bases vie sur le terrain, il y a le départ et l'arrivée, donc ça fait énormément de boulot. Puis qu'accessoirement, il faut quand même les soigner. Enfin, à la base, on est là pour ça. Et accessoirement, pour faire ça. Et puis après, il y a des personnes qui abandonnent. Donc oui, là-dessus, on n'y peut rien aussi. Donc, et du coup, peut-être 2 questions, Steph. Là, comment t'expliques l'élargissement du pied sur la deuxième partie de l'UTMB? Et est-ce qu'il y a un intérêt à garder les semelles après 3 mois? L'explication de l'élargissement du pied, on l'avait mis sur le fait de la fatigabilité musculaire, justement des intrinsèques avec lesquels vous travaillez la dernière fois, qui peut être intéressant, pourquoi pas les travailler avant pour retravailler sur ça. Tout en posant la question, et c'était l'une des questions et d'un long débat lors de la thèse, c'était de se dire est-ce que finalement c'est un besoin ou est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif d'élargir les pieds. Là, il y a un long débat et j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, comment expliquer l'élargissement du pied? On pense que c'est les répétitions du choc et la répétition justement de cet élargissement du pied, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on pose le pied au sol en course à pied, on fait un élargissement qui peut monter jusqu'à 8 mm, ça a été montré en laboratoire. Et que du coup, au fur et à mesure du temps, cet élargissement, on pense qu'il persiste parce que les muscles sont plus capables de récupérer, justement la largeur par la fatigabilité. Ça, c'est l'explication que moi j'avais donnée dans la thèse. Et l'intérêt après à garder les semelles au-delà de 3 mois, j'ai envie de dire que pour ce type de semelles et pour ce type de correction, si on veut travailler sur les têtes métatarsiennes, notamment de 1 à 4, non.
Mais la deuxième réponse que j'ouvre, et c'était pareil, c'était la limite principale de mon étude, c'est que finalement, les résultats étaient tellement surprenants autour de ça que on n'avait pas prévu de revoir les patients après, même sans semelle, pour évaluer en combien de temps soit ils rechutaient pas, est-ce qu'ils revenaient sur des valeurs de base ou est-ce qu'ils gardaient ces valeurs de fin d'étude. Ça, c'est une réponse que j'ai pas et que je pourrais avoir qu'en refaisant un jour l'étude. Et puis il y a aussi peut-être une représentation fort quand les personnes vont courir longtemps, des fois, s'ils se sentent peut-être mieux avec les semelles, ils vont préférer les garder. Il y a des patients comme ça ou qui avaient plus mal, on leur dit ok, on retire les semelles. Et j'ai 2-3 patients en tête et ils disent mais oui, mais non, je veux les garder, c'est confort. Bon, c'est confort. Après, ceci dit, ça c'est ce qu'on rencontre dans le quotidien. Moi, c'est pareil, fréquemment, il m'arrive de dire à mes patients, mais retirez tout, vous en avez plus besoin. Et pour autant, certains te disent, non, j'en ai besoin parce que je me sens mieux avec. Donc, dans ces cas-là, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il faut toujours avoir autant de corrections, moins de corrections, faire du confort, pas du confort? C'est un vaste débat, j'ai pas la réponse à ça. Mais en tout cas, si on parle juste d'un point de vue correctif, je viens, j'ai mal, on peut se rendre compte que dans un certain laps de temps, qui finalement est quand même assez court par rapport à ce qu'on envisage, mais on peut avoir des résultats à long terme. Ouais. Mais comme Thierry, les études au long cours, c'est compliqué. Déjà, de base, c'est compliqué de les suivre sur une course, mais suivre des gens au bout d'1 an ou 2 ans, c'est encore autre chose. Puis les suivre même sur 3 mois. Sur 3 mois, j'ai eu des patients qui étaient géniaux, j'en ai perdu aucun. Tout le monde a joué le jeu vraiment à fond, mais oui, ça a été des messages constamment. Ça a été, il faut espérer qu'ils se blessent pas non plus. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un problème là. C'est hyper compliqué en fait. Mais bon, oui, après moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais je savais en partant que je faisais 10-10 parce que j'ai pas réussi à trouver plus non plus. Parce que c'est pareil, quand on prend les gens pendant 3 mois, dans leur prépa, dans leurs habitudes, on leur dit qu'on va leur mettre des semelles alors qu'ils en ont pas spécialement besoin, c'est compliqué, donc voilà. Non, je suis assez d'accord avec vous. Question de Patrice. Sur le comité d'éthique, et ils n'avaient pas posé de soucis par rapport au fait de mettre des semelles alors que les gens n'avaient pas forcément de pathologie. Non. Non, parce que j'avais justifié en disant que c'était quelque chose que moi je mettrais éventuellement. Chez ces personnes-là, éventuellement, je le mettrais. Voilà, après, j'ai essayé de le justifier comme ça, c'est passé. Ouais, c'est toujours compliqué, hein, mais ça, c'est le vaste débat toujours de mettre un traitement ou pas. 2 questions, donc couplées en une quasiment de Patrice Orsoni et de Rino Rennes. Sur la fatigue, donc une étude sur le tonus musculaire, et est-ce que la fatigue, c'est la fatigue du pied ou est-ce que c'est la commande nerveuse, donc, ou la commande centrale? On peut répondre il y a eu une étude de Guillaume Millet faite en 2009 qui prouve que le coureur d'ultra en fin du TMB a perdu quasiment 40% de force musculaire du quadriceps et quasiment 35% du mollet, ce qui est assez important. Cette année, ils ont refait encore des tests. Certains coureurs avaient jusqu'à 89% de fatigabilité, de perte de puissance musculaire. Il faut savoir qu'en 15 jours, sur un one-shot, le coureur récupère quasiment toute sa force. En 15 jours, il récupère toute sa force. Mais par contre, on ne sait pas comment l'expliquer au niveau de la fatigue centrale et donc de la fatigue globale du corps. Donc, pour répondre à Rino Rennes, on ne sait pas si c'est... Comment ? Je peux t'aider un peu sur ça si tu veux, parce que du coup, c'est pareil, Guillaume Millet a été président de jury de ma thèse, donc ils nous ont un peu aiguillé sur ça. En fait, on sait qu'on a des forces un peu différentes et que on a des pertes, en fait, notamment au niveau des fléchisseurs plantaires, je pense que c'est de ça qu'ils veulent parler, des pertes de relations nerveuses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du niveau d'activation volontaire, en fait. Ce qui veut dire qu'on est plutôt, en fait, sur des gestions à la fois centrales et à la fois périphériques en fonction de ce qui va se passer. On va avoir des forces maximales qui vont diminuer sur les fléchisseurs plantaires et sur les quadriceps, mais on a aussi en fait un niveau d'activation, c'est-à-dire que quand on vient stimuler, en fait il y a une réponse qui est diminuée. Et ça peut diminuer, par exemple pour le genou, ça peut monter jusqu'à à peu près 30% de diminution, et pour le pied, ça peut monter entre 6 et 10% de déficit d'activation. Ouais, et du coup, là, ce que disait Dorian, donc l'élargissement peut aussi être une stratégie d'équilibration. Si j'ai bien compris, c'est un peu ce que tu disais. On ne sait pas si c'est quelque chose de positif ou négatif au final, cette adaptation. Ouais. On aurait tendance à dire que c'est négatif parce que ça va s'élargir, ça va créer des problèmes cutanés et tout, mais finalement, est-ce que le pied a pas besoin de ça? Alors du coup, ça pose la question de la chaussure. Est-ce que le débat était de se dire, est-ce que finalement on mettrait pas justement des chaussures plus serrées pour éviter qu'ils s'élargissent si on pense que c'est négatif? Et à l'inverse, est-ce que on mettrait pas plutôt quelque chose de très large pour qu'il aille au maximum de ce qu'ils veulent, quoi? Et puis c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas une valeur où c'est bien et s'ils continuent d'aller plus loin, finalement c'est plus bien? Enfin ça, malheureusement, on n'a pas les réponses, on ne sait pas.
Ouais, parce que surtout qu'on voit aussi que dans un ultra trail, on a la raideur du coureur augmente en fait à la fin parce qu'il y a tellement de fatigabilité musculaire qu'on a tendance à tout venir verrouiller, donc ça va aussi créer de l'impact, donc peut-être qu'il y a une sorte de rattrapage qui se fait au niveau du pied. Ouais, ça peut être ça. Mais là, franchement, on n'a pas les réponses. Après, chacun verra ce qu'il a envie de voir, quoi. En tous les cas, le coureur d'ultra finit cramé. Oui, ça ne l'empêchera pas qu'il finira mal et que d'ailleurs on a des mecs qui tombaient dans les pommes sur la plateforme et tout. Enfin, c'était folklore sur les 100, c'était assez marrant. Enfin, c'était marrant. C'était quand même assez bizarre des fois à l'arrivée de voir des mecs tomber dans les pommes parce que vraiment ils étaient au bout et que simplement le fait de se concentrer une minute, c'était trop compliqué pour eux, quoi. Et là, les 3 fois 30 secondes, s'il est tombé dans là, Et concrètement, tout. Uriel, il dit que de toute façon, en fin d'un ultra, c'est comme si tu étais bourré à 1,45 g. Enfin, courir ivre à 1,45 g à cause de la perte de repères et de tout, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait un bon tour du sujet, je pense, là. En tout cas, merci Steph pour merci à vous. Et puis les réponses, c'est vachement intéressant. Les articles, on peut les retrouver facilement. Soit vous m'envoyez un message et puis je vous les envoie. On les retrouve assez facilement sur. Ils sont publiés dans 2 journaux. Le deuxième est en accès libre, le premier est en accès payant, mais bon, on peut l'avoir. Et voilà. Et puis le troisième, là, il est en cours de publication, donc je peux pas encore le partager. Il peut y avoir que les infographies qui sont passées sur les différents sites et puis les abstracts qui sont passés dans les différentes conférences. Mais dès qu'il est publié, il n'y a pas de souci, je le partagerai sans aucun problème. Eh ben, écoute, merci de tout ce que tu fais pour la profession, pour la podo. De rien. Merci à vous. C'est cool. Merci aussi à TV Good Learning là, qui a essayé d'organiser un peu le planning de tous ces lives là, qu'on arrive à tout voir en même temps. Ouais, Alexis, il a fait un programme assez complet de tout ça. Hein. C'est à demander. Et puis je pense qu'on est pas mal là, non? Et puis du coup, Steph, on a aussi hâte de t'entendre sur la podopédiatrie. Hein. Ça marche. Ouais, pas de problème quand vous voulez. Et peut-être dans la Gazette, un de ces 4. Ouais, c'est fait. Je vais pas aller dans votre camp. Ok, et en tout cas, salut à tous. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao.